Ils ont fait appel à la sécurité avant même qu'elle ne puisse prononcer un mot. Sans avertissement ni explication, 2 agents se sont précipités vers elle, alors qu'une femme noire, tenant en main un billet pour la première classe, se trouvait dans la file d'embarquement. Le contrôleur de la porte n'a même pas daigné jeter un coup d'œil à son billet. Ce n'était pas nécessaire. Il s'est contenté de dire « Madame, veuillez vous écarter », comme si elle n'était qu'une intruse plutôt qu'une voyageuse. Tandis qu'on la retirait discrètement de la file, tous les regards se portaient sur elle, non pas en signe de protestation, mais pour confirmer qu'elle ne correspondait pas au profil attendu pour le siège première A, ni par son teint, ni par son silence, ni par son calme. Pourtant, personne ne se doutait que la femme que l'on s'apprêtait à expulser n'avait pas acheté un simple billet en première classe, mais quelque chose de bien plus précieux. Et, une fois le secret révélé, vous comprendrez pourquoi plus jamais aucun passager ne monta à bord du même avion. Ce récit n'est pas une histoire de race, c'est une histoire de pouvoir, un pouvoir insoupçonné, celui qu'ils n'avaient pas vu se tenir devant eux. Imaginez un instant. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous tentez d'oblitérer s'avère détenir le véritable silence? Qui est-elle? Pourquoi n'a-t-elle pas riposté? Et quel est son objectif? Partagez vos théories dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Et si vous pensez que la justice ne se fait pas toujours entendre en criant, abonnez-vous, car vous voudrez être là lorsque la vérité sera dévoilée. Le soleil ne s'était pas encore pleinement levé sur l'horizon de Paris lorsque Claire Martin arriva à l'aéroport Charles de Gaulle. Il était exactement 5h43 du matin, incroyablement tôt, même pour un aéroport, et déjà la file pour l'accès prioritaire se formait. Claire resta légèrement en retrait, non par manque d'appartenance, mais parce qu'elle savait depuis longtemps que se trouver trop près pouvait attirer une attention indésirable. Elle portait un simple sweat bleu, un jean classique et des baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en un chignon discret et elle ne possédait qu'un sac en toile jeté sur l'épaule, sans valise à roulettes ni bagages de luxe, juste elle et la détermination silencieuse d'une voyageuse habituée à se déplacer seule pour des raisons plus importantes qu'un simple congé. En approchant de la file des voyageurs prioritaires, un agent mince et bien habillé, arborant un badge indiquant « Alexandre », la regarda avec un soupçon d'hésitation. Bien que son sourire fût tout à fait professionnel, ses sourcils se froncèrent dès que Claire s'approcha. « Bonjour », dit-il en inclinant légèrement la tête, « cette file est réservée aux passagers des classes affaires et premières. » Ces mots étaient polis, mais on pouvait y déceler une pointe de préjugé. Claire ne se laissa pas démonter, dont elle présenta simplement son billet électronique et répondit calmement « Je le sais bien ». Sa voix était ferme et équilibrée. Un instant plus tard, Alexandre scanna le code sur son téléphone, tandis qu'en arrière-plan, un homme d'âge moyen, en costume et portant des écouteurs Bluetooth, montrait des signes d'impatience. Alexandre jeta un coup d'œil furtif à cet homme, puis revint à Claire, tapotant sur son appareil avant de déclarer « Très bien, vous êtes autorisée. Veuillez avancer, madame. » Alors qu'elle s'éloignait, Alexandre murmura à son collègue, comme pour dire « On aurait dit que vous vous étiez perdu. » Son collègue laissa échapper un petit rire, et Claire continua son chemin. À la sécurité, la situation se détériora davantage. Même si son billet indiquait clairement son statut de passage rapide, on la conduisit dans une zone de contrôle pour une vérification aléatoire. « Contrôle aléatoire », dit l'agent d'un ton à peine audible en la désignant vers un comptoir séparé. Sa besace fut ouverte et son contenu inspecté. On y trouva de petits produits de toilette format voyage, un livre, une enveloppe scellée et un dossier unique attaché avec un ruban rouge. L'agent s'arrêta soudainement en arrivant à l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est, des documents juridiques ?» demanda Claire d'une voix posée. « Privé », répondit-il en retournant l'enveloppe. « Vous êtes avocate, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en feuilletant. « Pas exactement », répliqua-t-elle. Après un bref moment, l'agent haussa les épaules et la laissa partir. Pendant ce temps, la file continua de se mouvoir pour les autres voyageurs. Des hommes en costume,
des couples avec de luxueux bagages et une dame âgée parée d'un collier étincelant sous l'éclat des lampes du terminal. Claire observa ce schéma sans réagir. Elle était habituée à ce que le système traque ceux qui ne correspondaient pas aux stéréotypes, comme si l'on vous suivait dans l'ombre d'un éclairage fluorescent. Elle atteignit la porte d'embarquement bien en avance. L'écran affichait « Porte C9 » et s'installa dans un coin de la salle d'attente. Plutôt que de consulter son téléphone ou d'envoyer des messages, elle posa sa besace à côté d'elle, retira l'enveloppe scellée et la posa sur ses genoux. L'enveloppe lui semblait lourde, non seulement physiquement, mais aussi en termes de signification. Elle contenait les détails d'un transfert financier susceptible de modifier l'avenir de l'une des plus grandes fusions d'une compagnie aérienne, en Amérique du Nord. Elle n'avait pas l'apparence typique d'une passagère de première classe, mais c'était elle qui détenait le pouvoir de décision finale. Un enfant dans une poussette la fixa intensément, et Claire esquissa un léger sourire. La mère de l'enfant détourna rapidement son regard et changea de direction. Claire poussa un profond soupir et se détendit dans son siège. Peu après, une voix retentit dans les haut-parleurs. « Dernier appel pour le vol 237 à destination de Boston. Tous les passagers restants, veuillez vous diriger vers la porte C12. » Nazier, elle observa le contrôleur gérer l'embarquement avec aisance, souriant à l'homme à la mallette et faisant signe à la dame accompagnée d'un petit chien dans son transporteur. Dans cet univers de courtoisie, chacun jouait son rôle dans une hiérarchie invisible. Claire savait qu'elle se trouvait tout en bas de l'échelle, mais cela ne la dérangeait pas. Elle n'était pas là pour être choyée, mais pour observer, tester et confirmer une suspicion. Il y a 3 ans, elle avait reçu une lettre accompagnée d'un fonds fiduciaire qui stipulait que son aval était indispensable avant que ne soit entamée la prochaine phase d'un investissement majeur dans une grande entreprise de transport. L'étude juridique en charge du dossier avait formulé une demande surprenante. Elle devait effectuer l'un des trajets incognito afin de constater par elle-même comment on la traitait. Voyez comment il se comporte quand il pense que vous n'êtes personne, lui avait-il dit. Et ainsi, elle se trouvait là. Une nouvelle annonce interrompit ses pensées. Embarquement du groupe 1 pour le vol 1187 à destination de Denver. Passagerów pierwszej klasy oraz Executive Platinum prosimy o zgłoszenie się do bramki. Magdalena se leva et se dirigea calmement vers la file. Un homme quelques places devant elle la regarda, puis fixa l'agent, comme pour s'assurer qu'elle était bien de ce groupe. Lorsque vint son tour, l'agent ne leva même pas les yeux. « Madame, l'embarquement est réservé exclusivement aux passagers de première classe ou Executive Platinum. »« Magdalena, » dit-elle doucement, en montrant à nouveau son billet. « Siège 2A. » L'agent cligna des yeux, scanna le billet et, forçant un sourire, déclara « Allez-y » avant qu'elle ne monte sur le pont d'embarquement, ressentant immédiatement les regards nombreux sur son dos. Elle n'avait pas l'allure d'une passagère habituée au luxe de la première classe, et c'était précisément le but. Arrivée à son siège, elle s'assit lentement et plaça délicatement l'enveloppe dans la pochette devant elle. L'homme assis à côté d'elle fit un léger signe de tête avant de retourner à son travail sur sa tablette. Les compartiments se refermèrent brusquement, les moteurs se mirent à ronronner, et pour la première fois ce matin-là, Magdalena se permit un moment de contrôle. Qu'il regarde, il n'avait aucune idée de ce que signifiait véritablement ce vol. Le ronronnement des moteurs s'intensifia, et la porte se referma avec une finalité sourde, comme un mur invisible dressé par ceux qui exercent le pouvoir. Elle s'installa près de la fenêtre, sa besace soigneusement rangée sous le siège en face d'elle, et l'enveloppe reposait sur ses genoux, telle une ancre. L'homme à côté, vêtu d'un pull gris clair et de lunettes élégantes, esquissa un sourire timide avant de se replonger dans son appareil. Au fur et à mesure que les lumières de la cabine s'atténuaient, les hôtesses circulaient rapidement dans l'allée, refermant les compartiments et vérifiant les passagers, leur regard balayant Magdalena comme si elle n'était qu'un code-barre non vérifié parmi tant d'autres privilégiés.
Une hôtesse, aux cheveux soigneusement relevés en chignon et affichant le prénom Jessica sur son badge, s'arrêta brièvement dans le rang 2 pour vérifier les sièges. Son expression était neutre et son sourire paraissait trop calculé pour être sincère. « Bonjour », dit-elle d'un ton mesuré. Magdalena hocha poliment la tête sans recevoir d'autres salutations. Peu après, le chef de cabine, un grand homme prénommé Henri, arriva avec une tablette et, s'agenouillant brièvement à côté des sièges, demanda à voir le billet de Magdalena. « Nous rencontrons un léger souci avec la répartition des sièges », expliqua-t-il en transmettant une information du sol. « Pourriez-vous me permettre de rescanner vos données, s'il vous plaît ?» Magdalena débloqua son téléphone, montra de nouveau son billet, et Henri la regarda quelques secondes plus longtemps que d'ordinaire avant de dire « C'est étrange, cela semble être une erreur du système. Je vais en prendre note. » Sans s'excuser ni fournir d'explications supplémentaires, il s'éloigna et Jessica revint avec un sourire un peu forcé pour annoncer « Votre dossier a été mis à jour. N'hésitez pas à me solliciter. Si besoin. » Magdalena resta silencieuse, fixant la fenêtre, observant les nuages se séparer et se rassembler, tels des cellules sous un microscope. Elle avait déjà emprunté cette route lorsqu'elle était adolescente, voyageant seule pour un enterrement lointain. Ce voyage lui avait appris que le respect ne se donne pas, il se conquiert par l'endurance, même si parfois il ne se matérialise jamais. Ce souvenir planait comme une légère brume. Peu après, lorsque le signal d'activation des ceintures se ralluma, Jessica revint et s'agenouilla près de Magdalena. « Excusez-moi, mais votre siège a été modifié lors de l'embarquement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer au siège 17D ? Une demande de rééquilibrage du poids a été enregistrée. » Magdalena la regarda, haussant légèrement les sourcils. « Rééquilibrage du poids ?» répéta-t-elle. « Est-ce vraiment la seule raison ?» Jessica acquiesça avec un sourire un peu crispé. « Oui, madame. C'est simplement la procédure normale. » Magdalena resta silencieuse et, sans répondre, se pencha dans son siège. « Je préfère rester ici. » Le sourire de Jessica se figea, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une annonce retentit par les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, en raison de légères turbulences, veuillez rester assis et garder vos ceintures attachées. » Magdalena soupira profondément, et aucune tentative pour la faire changer de siège n'eut lieu, et les turbulences ne se manifestèrent jamais. Le temps semblait s'étirer. Pendant que certains s'endormaient, d'autres tapaient ou chuchotaient, Magdalena restait immobile, la copie de l'enveloppe toujours intacte. Elle savait que la véritable turbulence ne faisait que commencer, non pas du ciel, mais bien du sol, comme si les fondations elles-mêmes se déplaçaient. Le murmure constant dans la cabine formait un fond sonore pendant que les passagers se laissaient bercer par le sommeil, regardaient des films ou écoutaient des livres audio coûteux. Mais Magdalena ne se déconnectait pas. Elle enregistrait chaque mot, chaque regard, chaque service délibérément omis, accumulant toutes ces observations dans sa mémoire, comme on apprend à discerner la différence entre être vu et être servi. Ce silence n'était pas vide. Il était chargé de décisions, et chaque geste autour d'elle résultait d'un choix soigneusement calculé, et pire encore, d'un confort dont jouissaient ceux qui détenaient le pouvoir. Plus tard, Jessica revint avec des serviettes chaudes disposées sur un plateau en argent, les distribuant au rang 1, 3 et même 4 derrière elle. Mais le rang de Magdalena fut complètement ignoré, sans explication, ni même un regard. L'homme assis, à côté d'elle, était déjà plongé dans son travail, soit trop absorbé, soit habitué à recevoir ce genre de confort aux dépens d'autrui. Magdalena ne demanda pas la serviette. Elle observa simplement en silence, comme si ce plateau fantomatique glissait devant elle sans la toucher, indifférent au tumulte ambiant. Après environ 20 minutes, l'odeur du pain fraîchement cuit envahit la cabine, annonçant le début du service des repas en première classe. Des chariots en métal se déplaçaient entre les rangées, recouverts d'un tissu destiné à créer une ambiance élégante,
bien que Magdalena sache qu'il s'agissait simplement du même processus habituel, chauffer, servir et récupérer. Jessica réapparut alors dans le rang 2B, arborant un sourire forcé et tenant un menu imprimé. Elle s'arrêta devant Magdalena, présenta les options avec un geste théâtral et nota soigneusement quelques informations dans son carnet, avant de passer comme si Magdalena n'était qu'un accessoire supplémentaire sur l'accoudoir. Le chariot continua son chemin, sans offrir le menu ni poser de questions, et Magdalena attendit que 3 rangées aient été servies avant de s'essuyer la gorge doucement. Jessica se retourna brièvement, mais ne s'approcha pas davantage. « On dirait que j'ai été oubliée lors du service du repas », demanda Magdalena d'un ton posé. Jessica répondit mécaniquement « Je n'étais pas sûre que vous étiez éligible », en riant légèrement avec une pointe de condescendance. Magdalena haussa légèrement les sourcils et répondit « Ça me va comme ça ». Jessica hésita, puis consulta de nouveau la liste, comme pour se rassurer. « Très bien, dit-elle rapidement. Préférez-vous le poulet rôti aux herbes ou le cabillaud en sauce miso ?» Sans lever les yeux, Magdalena choisit le cabillaud. « Ça arrive tout de suite, » dit Jessica d'un ton un peu forcé, avant de disparaître. Lorsque le chariot revint 15 minutes plus tard, le plat était froid. Le poisson n'était que légèrement réchauffé, les légumes étaient flétris et le riz un peu trop collant, évidemment à cause d'un défaut non intentionnel. Magdalena ne toucha pas son repas. Elle referma simplement le couvercle, poussa légèrement le chariot et se concentra de nouveau sur l'enveloppe, qui semblait prendre de plus en plus de poids à chaque instant. Au bout du couloir, un autre passager demanda une boisson. Une hôtesse apparut immédiatement, et Magdalena observa l'échange, une démonstration parfaite de l'attention et du service professionnel que, bien qu'elle ne jalousât pas, elle évaluait minutieusement. À l'âge de 33 ans, elle n'accordait plus d'importance à l'acceptation des autres. Désormais, elle voulait simplement voir comment les gens se comporteraient lorsqu'ils ne seraient de plus contraints de faire semblant. Puis vint le moment décisif qui changea l'ambiance du vol. Un homme, probablement dans la cinquantaine, vêtu d'un pantalon kaki et portant des écouteurs coûteux, descendit du rang 5 et se pencha sur le siège de Magdalena, comme si cet emplacement appartenait à tout le monde. « Et lança-t-il assez fort pour que tous ceux qui étaient à proximité entendent, elle voyage en première classe. » Il ne lui adressa même pas un regard. Magdalena ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses paroles ne s'adressaient pas directement à elle. C'était simplement une déclaration. Jessica, de son côté, sourit légèrement, mais pas assez pour masquer une certaine condescendance. « Elle est sur la liste », répondit-elle en contournant l'homme. Celui-ci rit, tapa 2 fois sur le dossier du siège et retourna s'asseoir. Magdalena resta immobile. Son cœur ne s'accéléra pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur l'enveloppe. Elle savait que si elle avait réagi à cet instant, elle risquait de perdre la sérénité dont elle avait besoin pour affronter la suite. Plus tard, lors du nettoyage de la cabine, un jeune nouvel employé, clairement en début de carrière, s'approcha et tenta de récupérer le chariot de Magdalena, mais hésita. « Vous n'avez pas aimé le repas ?» demanda-t-il timidement. Magdalena lui lança un regard poli, mais indéchiffrable. « Il était froid », murmura-t-il, s'excusant faiblement avant de ranger sa carte. Quelques instants plus tard, elle le vit chuchoter quelque chose à Jessica, qui jeta immédiatement un regard irrité vers le rang 2. Dès lors, Jessica ne sourit plus du tout pendant le reste du vol. Finalement, la voix du pilote retentit dans les haut-parleurs, annonçant l'approche pour l'atterrissage. La plupart des passagers étaient déjà endormis ou plongés dans leur musique, mais Magdalena resta éveillée, ne faisant pas confiance à cette apparence de calme, surtout dans ce contexte. Jessica repassa une dernière fois, vérifiant les ceintures, et lorsqu'elle arriva dans le rang 2, elle jeta un coup d'œil à la besace de Magdalena, laissée sur le sol. Petit rappel,
Tous les effets personnels doivent être rangés dans les compartiments supérieurs lors de l'atterrissage. Magdalena répondit d'un ton calme. « J'ai déjà pris part à bien des vols. » Jessica ne répondit pas et continua son chemin. Lorsque les roues touchèrent doucement la piste et que la cabine vibra légèrement, la main de Magdalena se porta de nouveau à l'enveloppe. Elle savait que le moment décisif approchait. Elle n'avait plus besoin de parler, car toutes les actions, chaque service omis, chaque serviette non distribuée, chaque règle appliquée froidement, chaque regard et chaque murmure avaient déjà parlé d'elles-mêmes. Alors que l'avion roulait vers la porte 32, Magdalena sentit ce froid de confirmation. Elle attendit que le voyant des ceintures s'éteigne avant de fouiller dans sa besace pour en retirer non seulement l'enveloppe, mais aussi un autre document. Magdalena ne se précipita pas. Pendant que les autres passagers commençaient à rassembler leurs affaires et se bousculaient dans le couloir avec leurs ordinateurs portables et leurs sacs duty-free, elle resta assise, glissant la copie sur ses genoux avec la même minutie qu'on accorde à un objet précieux. Le sceau était intact et l'emblème en cire rouge brillait faiblement sous l'éclairage tamisé de la cabine. C'est alors qu'elle aperçut un léger mouvement, un bref regard de la part de Jessica, qui se tenait près de l'avant de la cabine, l'observant sans dissimuler son attention. La façade de politesse s'était évanouie. Le vol était terminé. Le spectacle avait pris fin, et il ne restait plus qu'une tension palpable dans cette lutte pour le pouvoir qui continuait de se dérouler. Après que l'allée se soit légèrement dégagée, Magdalena se leva, attrapa sa besace en toile posée sur son épaule, et tenant fermement l'enveloppe, elle se mit à marcher lentement et avec détermination vers la sortie de l'avion. Le commandant, conformément au protocole d'embarquement de la première classe, saluait les passagers d'un sourire et d'un hochement de tête lors du débarquement. Lorsque Magdalena atteignit la porte, le sourire du commandant s'éteignit un instant. « Bon voyage », dit-il après une courte pause. Elle hocha simplement la tête sans répondre, puis monta sur le pont d'embarquement où l'air frais annonçait le changement. Au milieu du couloir, un agent de sécurité en uniforme s'avança, tenant un carnet et une oreillette, et demanda « Madame Nowak ?» Magdalena ne montra aucune surprise. « Oui », répondit-elle. L'agent acquiesça poliment. « Nous devons vérifier votre destination finale avant de libérer vos bagages. Il s'agit simplement d'une vérification de routine. » Un sourire incrédule se dessina sur le visage de Magdalena. « Vous devez vraiment vérifier où je vais ?» répéta-t-elle. L'agent consulta son carnet et ajouta « Il semble que votre réservation ait été reclassée sous le code 19B, ce qui nécessite une autorisation interne. » Magdalena fit un pas en avant et demanda d'une voix ferme « Qui a saisi ce code ?» L'agent hésita avant de répondre « Cela ne figure pas. Peut-être était-ce automatique ?» suggéra-t-elle. « Ce n'était pas automatique, » dit-il sèchement. « Veuillez me suivre. Nous allons régler cela. » L'agent la conduisit à travers un couloir étroit, bordé de portes de stockage et recouvert d'un tapis industriel, imprégné de l'odeur puissante d'un désinfectant. Au bout, une petite pièce portant l'inscription « Opération Attente 3B » était ouverte. À l'intérieur, devant 2 écrans et une imprimante, une femme en tailleur noir, identifiée comme responsable du soutien NASEM, accueillit Magdalena d'un ton ferme. « Madame Nowak, nous avons détecté une anomalie dans votre dossier. Votre siège a été modifié lors de l'embarquement, car notre système a classé votre réservation comme standard, possiblement à la suite d'un accidentel surclassement. » Magdalena déposa délicatement l'enveloppe sur la table, sans l'ouvrir et demanda « Qu'est-ce qui rend cela anormal ?» La responsable tapa quelques mots sur le clavier et répondit « Votre billet provient d'un ancien bon lié à un programme de fidélité qui n'est plus actif dans notre système. » Magdalena haussa légèrement un sourcil. « Donc, même le système ne reconnaît pas ses propres ressources ?» La responsable fit une pause avant de poursuivre. « Les anciens programmes peuvent être manipulés. Nous avons déjà eu des problèmes avec des revendeurs frauduleux.
D'un ton posé, Magdalena répliqua. « Cela signifie que j'ai illégalement pris place, alors que j'ai payé pour mon billet ?» La responsable se redressa légèrement. « Nous ne vous accusons de rien, madame. Nous cherchons simplement à protéger l'intégrité de nos opérations. » Magdalena fixa la responsable un instant, puis sortit de son sac un portefeuille noir. Elle en retira une carte fine et la déposa à côté de l'enveloppe. La carte, embossée en argent, portait un numéro de série, non bancaire, mais à des fins d'identification. La responsable cligna des yeux et demanda « Est-ce une forme d'autorisation ?» « C'est une autorisation de niveau 4 délivrée par le groupe financier de l'Est, » répondit Magdalena calmement. L'agent à côté d'elle se crispa et la responsable fronça les sourcils. « C'est une société d'investissement. » « Non, » répliqua-t-elle sereinement, en ouvrant l'enveloppe pour en extraire un document d'une page imprimée avec un en-tête éclatant. Ce document émane de l'entreprise qui détient 41% des actions de la fusion de votre compagnie aérienne. Il s'agit d'un accord contraignant de divulgation, et je suis la dernière personne devant l'approuver afin de valider la conformité. L'ambiance dans la pièce sembla changer. Comme si tous prenaient conscience que la personne que l'on tentait de rejeter détenait désormais la clé du pouvoir. La responsable ouvrit la bouche pour intervenir, mais Magdalena interrompit d'un ton ferme « Absolument pas, car ce vol n'a jamais eu vocation publique. Il s'agissait d'un test grandeur nature, d'une intervention anonyme de la seule personne habilitée à activer la clause du fonds fiduciaire. Je suis ici pour vérifier, non pas pour bénéficier d'un traitement VIP. » Un silence s'installa pendant que la responsable repensait aux événements des 6 dernières heures. Elle se redressa de nouveau, cette fois par pur formalisme. « Madame Novak, nous souhaiterions vous proposer... » « Non, » interrompit Magdalena avec fermeté. « Vous ne me proposerez rien. Vous allez enregistrer tout ce qui s'est passé. » Elle se tourna vers l'agent et demanda « Où est ma valise ?» L'agent bafouilla. « Elle se trouve dans la zone d'attente D2, madame. Je peux vous escorter. » Magdalena hocha la tête, prit l'enveloppe et la carte, puis quitta la pièce sans un mot de plus. Le couloir paraissait encore plus froid, le souffle désinfectant fouettant sa peau. L'agent la suivait discrètement en direction de la zone des bagages. Lorsqu'ils arrivèrent, le tapis roulant était vide. Dans un coin, sa besace était déposée à côté d'un bac métallique portant une étiquette jaune indiquant « Objet non vérifié, accès restreint ». Elle la saisit sans dire un mot. Un zip était entrouvert. Elle vérifia le contenu du dossier. Les feuilles étaient légèrement froissées, mais toutes présentes. Regardant l'agent, elle demanda « Cela a-t-il été ouvert ?»« Je ne sais pas, madame. »« Cela n'aurait pas dû l'être, » répondit-il. Elle referma le zip et remit la besace sur son épaule. « Veuillez appeler votre supérieur, » ordonna-t-elle. L'agent acquiesça et s'éloigna. Magdalena se retourna vers un mur lointain où, à travers une fenêtre étroite, elle voyait la piste, avec des avions décollant toutes les 3 minutes. Tout semblait en ordre à l'extérieur, mais la véritable turbulence se préparait dans les coulisses. Dans les sourires mesurés, les gestes contrôlés et les omissions soigneusement calculées qui témoignaient du pouvoir. Elle savait qu'elle ne changerait pas le système en un seul vol, mais le couloir en dehors de la zone des bagages, avec ses murs gris, ses lumières fluorescentes vacillantes et son odeur persistante de désinfectant, lui rappelait constamment cette réalité. Seule, avec sa besace sur l'épaule, elle serra inconsciemment la poignée. Son souffle était régulier, mais son esprit était en alerte. Bientôt, elle entendit des pas avant même de voir quelqu'un apparaître. Au tournant, un homme, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, arborant une plaque nominative portant le prénom François, surgit. Il tendit la main, mais Magdalena refusa de la prendre. Elle le regarda d'un air froid, non par hostilité, mais pour signifier qu'elle ne souhaitait pas s'engager, et déclara « Vous avez ouvert mon sac ». François pâlit un instant, puis son sourire professionnel réapparut.
Nous devions nous assurer que l'objet à l'intérieur ne présentait aucun risque pour la sécurité, expliqua-t-il. C'est simplement une enveloppe scellée avec une signature juridique, rétorqua Magdalena. Et cette signature a été considérée comme un risque potentiel, ajouta-t-il, en désignant une pièce privée à proximité. Veuillez me suivre pour éclaircir quelques points, proposa-t-il. Magdalena resta immobile. Voulez-vous dire que vous souhaitez contrôler la conversation à huis clos? Demanda-t-elle avec assurance. François cligna des yeux, puis, après un court silence, dit « Notre système a signalé un comportement problématique lorsque j'ai refusé de changer votre siège. » D'une voix basse et posée, elle répliqua « On m'a rapporté que mon attitude envers l'équipage avait été jugée peu coopérative, voire agressive, et que cela devait être noté pour de futurs vols. » François regarda autour de lui, cherchant peut-être une issue, mais Magdalena continua. « Vous essayez de réécrire les faits, non pas parce que j'ai été violente, mais parce que je n'ai pas cédé. » Il détourna le regard, comme s'il cherchait à fuir plutôt qu'à résoudre le problème. « Écoutez, Madame Novak, nous pouvons soit rédiger un rapport d'incident, soit laisser passer, mais je vous conseille de désamorcer la situation, dit-il. » Magdalena laissa échapper un rire discret. « C'est votre mot préféré, n'est-ce pas, désescalade? Vous provoquez le conflit, puis vous me reprochez ma réaction. » François se redressa, ses yeux se plissant légèrement. « Si vous n'êtes pas satisfaite de la manière dont cela s'est déroulé, vous pouvez déposer une plainte auprès du service clientèle, dit-il. » Magdalena garda un regard fixe. « Vous parlez du même service qui a déposé un faux rapport quelques minutes après mon débarquement ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra et il murmura « Excusez-moi », s'éloigna rapidement. Magdalena l'observa disparaître au coin du couloir, poussa un long soupir et choisit un siège tranquille dans la zone d'attente. La pièce était presque vide. Seuls quelques agents de nettoyage et un vieil homme s'occupant du sol y étaient présents. Elle s'assit, posa sa besace sur ses genoux et retira de nouveau le dossier. Les bords étaient déjà froissés, comme si quelqu'un l'avait feuilleté avec indifférence, persuadé que son contenu ne valait rien simplement à cause de son propriétaire. Cette certitude la blessait plus que l'acte lui-même. Elle sortit son téléphone et ouvrit une application sécurisée liée au portail fiduciaire. Son empreinte digitale débloqua l'accès et en quelques secondes, elle put consulter une liste d'identifiants signalés dans diverses zones de l'aéroport à partir de rapports anonymes. Son nom figurait en tant que passagère non, opérationnelle, avec le code 37C. Elle lut le rapport qui indiquait qu'elle avait remis en question l'autorité, refusé d'obéir aux instructions de l'équipage, élevé la voix, refusé de changer de siège et retenu des documents personnels. Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était suffisant pour justifier le traitement qu'elle subissait, non comme punition, mais comme moyen de l'exclure. Elle ferma l'application et s'appuya contre le mur froid derrière elle. Les haut-parleurs appelaient des noms pour l'assistance au retrait des bagages et l'appel d'agents, mais le sien n'était jamais mentionné. Elle n'était pas destinée à être servie. Elle était destinée à être oubliée. Il ne criait pas qu'elle ne faisait pas partie du système, il voulait simplement qu'elle doute de sa propre valeur. Soudain, les grandes portes vitrées à sa droite s'ouvrirent et un homme en gilet fluorescent entra, tenant une tablette. « Magdalena Novak ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Nous avons retrouvé votre effet personnel, » dit-il, présentant une pochette de documents que dès le premier regard, elle reconnut. Celle-ci n'était pas scellée, et elle a été trouvée près d'un point de nettoyage, probablement perdue pendant le transfert. Non, Magdalena resta immobile. Elle n'a pas été perdue, répondit-elle doucement. Elle a été prise. L'homme plissa légèrement les yeux, visiblement perplexe, puis déposa la pochette sur une table. Il n'existe aucun moyen de prouver cela, madame. Ce n'était pas consigné, dit-il. Exactement, répondit-elle en se levant pour examiner l'objet. Elle ouvrit la pochette. Rien ne manquait, mais la dernière page du contrat portait une pliure.
comme si quelqu'un l'avait froissée sans le moindre soin. Elle lissa la page avec précaution, la remit à l'intérieur et regarda par le mince vitrage de la fenêtre. 2 hôtesses passaient, l'une d'elles, Janetta, conversait avec animation, répétant la version habituelle à l'égard d'une passagère difficile et des procédures suivies à la lettre. Maddalena observa sans colère ni satisfaction, mais avec la même froideur que l'on tentait autrefois de lui imposer. Désormais, c'était elle qui détenait la vérité, et le silence, employé avec justesse, valait plus que n'importe quel cri. Elle quitta la pièce et regagna le terminal. La porte par laquelle elle était arrivée était maintenant occupée par un autre vol, avec un autre agent vérifiant les billets et discutant avec un groupe de voyageurs bien habillés. Magdalena passa inaperçue, jusqu'à ce qu'elle se fasse remarquer. « Madame Nowak, veuillez patienter, nous devons vous parler avant que… » Elle entendit quelqu'un crier derrière elle. Avec une détermination tranquille, refusant de créer de la scène tout en ne se soumettant pas, elle retourna dans le couloir. Sa seconde visite aux toilettes se déroula sans incident, sans trébuchement ni retard, simplement parce qu'après des heures de vol, c'était nécessaire. Mais dès qu'elle regagna sa place, Janetta réapparut, son sourire disparut et son ton coupé, annonçant une réprimande. « Madame Nowak », dit-elle assez fort pour que tous entendent, « nous apprécierions que vous restiez assise jusqu'à la fin du vol. » Les mouvements dans la cabine pouvaient déranger les autres, et Magdalena fixa Janetta d'un regard sans vaciller. « Existe-t-il vraiment une règle qui interdit d'aller aux toilettes plus d'une fois ?» demanda-t-elle d'un ton ferme, sans hausser la voix. Janetta hésita, choisissant soigneusement ses mots. Il n'existe pas de règle formelle, mais le fait de se lever fréquemment ou de traîner près de l'équipage peut donner une mauvaise impression. « Detka, de qui exactement parlez-vous » répliqua Magdalena. Janetta esquissa un sourire mince. « Mieux vaut prévenir que guérir. » Magdalena ne répondit rien, se contentant de resserrer sa ceinture et de regarder par la fenêtre alors que l'avion amorçait sa descente. Le signal du ceinture retentit, les hôtesses se préparèrent à l'atterrissage et les dernières annonces furent diffusées d'un ton neutre. Alors que l'avion roulait vers la porte, Magdalena remarqua un changement dans la posture de l'équipage. Janetta continuait de jeter des regards vers l'avant, tandis qu'une autre hôtesse échangeait un bref signe de tête près du comptoir, suivi d'un murmure dans son oreillette. Magdalena sentit une tension familière monter en elle. Ces mots faisaient partie d'un protocole froid qui, bien que non personnalisé, accentuait le malaise ambiant. Le protocole n'a pas besoin d'être agressif pour blesser. Il suffit d'avoir l'autorisation, et cette autorisation avait été donnée. Lorsque l'avion atteignit la porte, le voyant des ceintures s'éteignit à peine avant que 2 agents de sécurité en uniforme n'entrent dans la cabine. Ils n'étaient pas policiers, mais portèrent les insignes de la sécurité aéroportuaire, un contrôle discret mais ferme. Ils parcoururent les rangées comme pour cocher une liste et s'arrêtèrent directement dans le rang 2. « Madame Nowak », dit le plus âgé d'eux d'une voix professionnelle et courtoise, « nous aimerions que vous veniez avec nous pour une vérification rapide. » Magdalena ne se précipita pas. « Y a-t-il un problème avec mes documents ?» demanda-t-elle. « Non, madame, » répondit l'agent. « Nous avons reçu un rapport concernant votre comportement à bord. »« C'est juste un contrôle de routine, n'est-ce pas ?» insista-t-il d'un ton assuré. « Il est noté que vous avez été trop active durant les phases de sécurité, que vous avez refusé de suivre les instructions concernant votre siège, et que certaines de vos interactions ont été perçues comme conflictuelles, » expliqua l'agent. Lentement, Magdalena se leva. « Donc, je suis retenu pour être allé aux toilettes et pour ne pas m'être conformé ?»« Personne n'est retenu, » assura l'agent. « Nous procédons simplement à une vérification de routine. » Les mots furent choisis avec soin pour paraître anodins, mais Magdalena savait ce qu'elle en pensait. Elle se pencha pour récupérer sa besace laissée sous le siège, remarquant le regard fin de pitié de Janetta, dénué de tout véritable regret.
Les autres passagers faisaient semblant de ne pas remarquer, certains lançant un regard furtif, comme pour graver la scène dans leur mémoire. Magdalena souleva sa besace, serra l'enveloppe contre elle et suivit les deux agents dans le couloir en quittant l'avion. Le pont d'embarquement était calme, interrompu seulement par l'écho de leurs pas. Dehors, les lumières vives du terminal se reflétaient à travers de grandes fenêtres vitrées. L'un des agents marchait légèrement devant elle, pendant que l'autre la suivait de près. Aucune contrainte physique n'était imposée, seulement une direction mesurée dans un espace qui, tout en paraissant accueillant, était en réalité un signe discret du contrôle exercé. Ils s'arrêtèrent près d'une porte de service, à côté d'une zone de nettoyage. « Ah, par ici !» dit l'un d'eux en ouvrant la porte, révélant un couloir privé aux murs gris et aux panneaux réservés au personnel. Au bout se trouvait une petite salle vitrée avec 2 chaises et une table. À l'intérieur, une femme, en tailleur noir, identifiée sur son badge comme responsable du soutien NASEM, accueillit Magdalena d'un ton ferme. « Madame Nowak, je m'appelle Dana Banks et je suis responsable du suivi après l'arrivée. Pourriez-vous me montrer vos documents ?» Magdalena sortit sa carte d'identité nationale, ainsi que son billet électronique, et les remit à Dana Banks. La responsable scanna rapidement les documents, ses doigts parcourant le clavier, tandis qu'un écran s'allumait. « Nous avons enregistré une anomalie dans votre dossier. Il s'agit d'un signalement interne indiquant que vous avez fait preuve d'un certain refus de suivre les consignes de cabine, ce qui a causé un malaise parmi les autres passagers. » Magdalena se pencha légèrement et demanda « Ont-ils précisé de qui il s'agissait ?»« Non, madame, » répondit-elle. « Pour des raisons de confidentialité, ces informations ne sont pas divulguées. »« Donc, l'accusation est anonyme ?»« Exactement, » répondit Dana Banks. « Oh, et je n'ai eu aucune occasion de me défendre avant qu'on ne m'amène ici. » Dana Banks hésita un instant, puis ajouta « Ce n'est pas une cellule de détention, madame, c'est simplement un espace de contrôle. » Magdalena esquissa un faible sourire, mais celui-ci ne parvint pas à adoucir son regard. « Votre manière de parler est impressionnante, » commenta-t-elle. « On dirait un service hôtelier. » Dana Banks ne répondit rien. Peu après, la porte s'ouvrit à nouveau et un homme d'environ 40 ans, vêtu d'un costume sans cravate, portant une mallette et affichant un air visiblement fatigué, entra. « Madame Nowak, je m'appelle Paul de la direction des opérations, » dit-il d'un ton qui trahissait son malaise. « J'ai examiné votre rapport d'incident et je voudrais clarifier certains points en personne. »« Incident ?» demanda Magdalena. « Oui, concernant le fait d'être allé aux toilettes et d'avoir refusé un repas froid, » répondit-il en hochant la tête. « Je pense que c'est de là que vient le rapport, mais la formulation a déclenché des protocoles automatiques, » dit-il. Magdalena le fixa intensément. « Alors, votre système punit-il le ton de ma voix plutôt que mes actes ?» Il hésita avant de répondre. « Il analyse des signaux. » Mais Magdalena l'interrompit d'un ton calme. « Et enregistre-t-il ? Que mon repas a été servi en retard, que mon siège a été modifié ou que j'ai dérangé les autres. Rien de tout cela n'est noté. » Il parla faiblement. Puis Magdalena retira de nouveau l'enveloppe de sa besace et la posa sur la table, comme pour déclarer silencieusement. « Ce document pourrait affecter chacun des contrats que détient votre compagnie avec 3 partenaires financiers, régionaux. Je vous suggère d'arrêter d'interpréter des signaux et de vérifier les faits, » dit-elle. Paul jeta un regard à l'enveloppe pendant que Dana Banks échangeait un regard avec lui. L'atmosphère devint soudain plus lourde, comme avant une tempête. Magdalena croisa lentement les jambes et d'une voix claire et posée déclara « Vous avez expulsé la mauvaise personne du vol. » L'enveloppe resta sur la table comme une menace silencieuse et son ton, calme et sans agressivité, transpirait une détermination troublante. Paul jeta un dernier coup d'œil à Dana Banks, dont l'expression restait neutre mais vigilante. Personne n'osa être le premier à parler.
Ensuite, Magdalena fouilla dans la doublure de sa besace et en sortit une deuxième, plus petite. Enveloppe scellée à la cire rouge qui scintillait faiblement sous les néons. Elle la posa soigneusement à côté du premier document et déclara « Ceci est une directive légale signée par la Direction de gouvernance du Fonds de l'Est. Elle autorise, sans réserve, toute intervention sur les actifs, y compris la détention, l'accès aux documents ou une classification erronée de comportement. » Paul cligna des yeux surpris. « Excusez-moi, le Fonds de l'Est. » Magdalena le fixa intensément. « Vous connaissez le nom. Le deuxième plus grand investisseur de votre compagnie se trouve derrière cela. Lisez-le attentivement avant de toucher quoi que ce soit. » Dana Banks se pencha légèrement, examinant la cire sans pour autant la saisir. Paul hésita, puis prit délicatement l'enveloppe pour inspecter la cire et ses yeux se plissèrent à la vue du numéro microgravé. « Est-ce actif ?» demanda-t-il. « Oui, c'est en vigueur depuis ce matin, » répondit Magdalena, « depuis que votre équipage a tenté de reclassifier mon comportement. La directive devint effective. » Paul reposa l'enveloppe avec soin, comme s'il s'agissait d'un objet sacré ou explosif, prit son téléphone, tapa rapidement quelques lignes, puis demanda à Dana Banks « Veuillez informer le commandement du terminal. Il est possible que nous devions suspendre d'autres interventions. » Dana Banks acquiesça et quitta la pièce sans un mot. Magdalena se redressa légèrement et ajouta « J'imagine que vous m'avez déjà enregistré dans votre système d'incident, n'est-ce pas ? Quel que soit le code 37C82B, cela ne tiendra pas. En réalité, l'ensemble de votre système régional sera maintenant vérifié pour voir comment ces codes sont attribués, en analysant les tendances, les profils démographiques et l'historique du personnel, répliqua-t-il. Paul se frotta les tempes. Cela relève d'un autre canal. Et ce canal, dit Magdalena d'un ton ferme, dispose désormais de ma signature numérique autorisant un audit externe. Son téléphone, auparavant en mode silencieux, vibra une fois. Elle le déverrouilla, ouvrit une application et montra l'écran à Paul, qui vit alors apparaître le message « Directive active », statut de validation confirmé par la commande de confiance. Paul avala difficilement et murmura « Cela dépasse le cadre de cet aéroport. » « Oui, » répondit Magdalena calmement, « cela ira jusqu'où le schéma nous mènera. » À cet instant, dans un bureau baigné de lumière matinale et rempli de tensions financières, 3 dirigeants du comité d'acquisition d'Air France fixaient le clignotement d'une notification sur leur tableau de bord. Un contact exécutif de confiance avait été activé, l'autorité de transfert du groupe Origine. Tous savaient ce que cela signifiait. L'opération de fusion d'une valeur de 400 milliards d'euros destinée à redéfinir la propriété régionale de la compagnie aérienne nécessitait le consentement de la dernière héritière, vivante de la famille fondatrice, un consentement qu'il n'avait jamais prévu d'obtenir avant la réunion finale de conformité du trimestre suivant. Cette héritière, c'était Magdalena Novak. Elle passa devant le salon VIP d'un pas impassible, celui qu'elle arborait depuis le matin. Dorénavant, chaque scanner qu'elle croisait reconnaissait ses références immédiatement. Plus de lumière rouge clignotante, plus de confusion ni d'hésitation. Chaque système réagissait avant même qu'elle ne touche quoi que ce soit. L'assistant à la porte, consultant son ordinateur, se redressa aussitôt. « Madame Novak, souhaitez-vous accéder à une suite privée ou à une salle de réunion ?» demanda-t-il sans attendre. « Non, connectez-moi simplement à votre responsable de conformité avec un accès complet, » répondit-elle. Il hocha la tête et se mit déjà à taper sur son appareil. Derrière elle, des chuchotements commencèrent. « Attendez, c'est qui ? Je croyais que c'était juste une passagère ordinaire. » Mais le terme « passagère » n'avait plus de sens. Les signalements, les manipulations de documents, les accusations d'être un problème, tout cela n'était pas de simples erreurs. C'était devenu un risque financier majeur, et celle que l'on avait sous-estimée n'était plus anonyme.
Magdalena était désormais la vérificatrice ultime d'une opération qui, si elle n'était pas signée dans les 62 heures, annulerait une clause d'exclusivité qu'Air France tentait d'imposer depuis le premier trimestre. Le problème n'était pas seulement qu'elle possédait du pouvoir, c'était que la compagnie l'avait traitée comme si elle n'en avait aucun. À 9h04 du matin, un appel fut passé directement depuis le siège du groupe Origine au service juridique d'Air France. Une voix masculine, précise et concise annonça: « Nous comprenons que Madame Nowak a été victime d'un profilage comportemental inapproprié via votre système de suivi des passagers. À partir de maintenant, le groupe Origine suspend toutes les avancées du plan de réaffectation du capital jusqu'à ce qu'un rapport interne sur les risques, accompagné de conclusions sur les responsabilités, soit soumis. Nous confirmons également qu'elle est l'actionnaire dominante, détenant le pouvoir de vote dans notre fonds secret. » La ligne se coupa avant que quiconque ne puisse poser une question. En arrière-plan, un haut responsable financier laissa tomber son stylo. « On nous avait dit qu'elle n'apparaîtrait jamais en personne, » murmura-t-il. « Son statut devait rester protégé par 10 niveaux d'anonymat jusqu'à ce que cela change, » répliqua d'un ton sombre le conseiller juridique. Au terminal, Magdalena reçut alors le message attendu. Statut de risque supprimé. Demande de synchronisation du groupe Origine en attente de signature. Elle repoussa l'approbation. Pas encore. Pas ici. D'abord, elle voulait voir si les choses évolueraient d'elles-mêmes. Peu après, son téléphone vibra avec un appel crypté de L. Westbrook, directeur de la stratégie d'Air France. Elle refusa l'appel, affichant le poids de sa non-disponibilité, exactement ce même fardeau qui lui avait été imposé tout au long de la matinée. Lentement, elle se dirigea vers le salon du terminal Est, lieu de rencontre de la haute direction pendant les périodes de fusion. Elle traversa sans hésiter le contrôle biométrique et entra dans une salle de conférence aux grandes parois vitrées. Là, 3 personnes attendaient en silence, comme si elles ne suivaient pas son parcours depuis que son nom avait refait surface dans le système. Au bout de la table, un certain Léonard se leva, tentant d'exhiber un charme qui n'avait jamais fonctionné sur des femmes telles que Magdalena. « Madame Nowak, » dit-il prudemment, « nous vous remercions de votre présence. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé ce matin et souhaitons corriger la situation. » Sans attendre d'être invitée, elle s'assit, posa sa mallette sur la table et l'ouvrit, non pas pour négocier, mais pour leur montrer l'avenir qu'ils avaient eux-mêmes construit. « Ce qui s'est passé n'est pas une erreur, » déclara-t-elle avec assurance. « C'est un reflet. Vous avez mis en place un système qui reproduit les préjugés de ceux qui le gèrent et je lui ai donné une forme que vous n'auriez jamais imaginée. » Léonard se pencha, le regard intense. « Si nous avions su que vous voyageriez ainsi, nous aurions peut-être agi différemment. » « Exactement, » conclut-elle. « Et voilà où se situe le vrai problème. Personne ne vous a interrompu aujourd'hui. Personne n'a osé vous contredire. » Elle sortit un second document, désormais orné du logo du groupe financier Origine et signé par 3 administrateurs fiduciaires, et déclara « Voici le blocage conditionnel de notre plan d'acquisition d'actifs. Si ce document n'est pas annulé avant la fin du jour, vos résultats trimestriels s'effondreront. Nos partenaires retireront leurs garanties et la valeur de vos actions chuterait d'ici la fin de la semaine. » Léonard avala difficilement. « Et c'est votre signature qui décidera de tout cela ?»« Oui, » répondit Magdalena. « Et pour l'instant, je ne vois aucune raison de la valider. » Ensuite, derrière elle, un écran mural se mit à clignoter avec une nouvelle mise à jour d'audit, première unité signalée, équipe opérationnelle aérienne, terminal C. Magdalena toucha son tablette et l'alerte se déploya sous forme d'un tableau de bord en direct.
non pas un rapport figé, mais un suivi en temps réel, connecté au système de vidéosurveillance du terminal C et de la cabine du vol. 447. Le programme d'audit, lancé en silence il y a 15 minutes par elle, avait déjà collecté des données issues des registres du portillon, des communications de l'équipage, des scanners et des caméras embarquées. Les images se chargèrent rapidement, montrant comment Jessica négligeait de servir les lingettes à Magdalena, s'esclaffant doucement après avoir discuté avec un passager du rang 5 quelques instants avant que Magdalena ne soit signalée pour ses mouvements. Les enregistrements ne la blâmaient pas, ils confirmaient simplement les faits. Dans un autre panneau, le superviseur de l'enregistrement, qui avait redirigé Magdalena, fut vu en train d'examiner son nom, puis de rejeter le billet sans le scanner, une action notée grâce à l'inactivité du scanner. À cet instant précis, personne n'aurait imaginé que le système les observait avec autant d'attention qu'il l'observait pour elle. Mais désormais, ces images étaient transmises directement dans son dossier. De l'autre côté du terminal, dans le secteur administratif, un téléphone sonna sur le bureau de Lisa, responsable de l'éthique et des protocoles. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, attendit quelques secondes et se leva brusquement. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est elle » répondit une voix. Simplement, Origin. Lisa ne posa plus aucune question, attrapa son carnet, quitta son bureau et envoya un message d'alerte « Révision immédiate de conformité. Tous les employés affectés au vol 447, rendez-vous dans la salle d'opération 6A en uniforme complet. » Au portillon C12, Jessica poursuivait son service en ajustant le pont pour un vol sortant lorsqu'à nouveau son téléphone vibra. « Jessica, veuillez vous présenter au bureau administratif. Priorité 3. » Elle cligna des yeux, confuse, et vit un responsable s'approcher. « Apportez votre carnet » ordonna-t-il fermement. Jessica obtempéra, même si son cœur battait désormais fort. Pendant ce temps, Tran, le superviseur de l'enregistrement, qui avait redirigé Magdalena sans scanner son billet, se trouvait en plein transfert international lorsque son accès fut soudainement bloqué. Sur l'écran apparut un message en rouge. Accès restreint en cours d'investigation de conformité. Quelques minutes plus tard, un appel se fit entendre à côté de lui. Le responsable, sans formalité, déclara « Salle d'opération 6A. Veuillez apporter votre registre d'activité au portillon. Vous serez bientôt convoqué. » En moins d'une demi-heure, toute l'équipe de cabine du vol 447 se réunit dans une salle d'opération éclairée par des lampes fluorescentes intenses. Personne ne savait exactement pourquoi, mais la présence d'un auditeur de conformité, de 2 représentants RH et d'un expert en informatique en disait long. Au centre de la salle, Lisa resta les bras croisés, son visage demeurant impassible. « Nous avons lancé une révision d'incident de classe B », annonça-t-elle. « Cela concerne le profilage discriminatoire et les violations des procédures appliquées à une passagère protégée. Cette passagère a été identifiée comme un élément stratégique dans le cadre des négociations de rachat en cours. » Un silence lourd s'installa. Jessica regarda ses collègues. Tran se recroquevilla, le menton crispé, et un agent murmura. « Donc, elle est actionnaire ?» Lisa répondit rapidement. « Ce n'est pas seulement une actionnaire, c'est la seule personne dotée d'un pouvoir discrétionnaire au sein du groupe financier Origin. Toutes vos interactions avec elle sont minutieusement analysées à l'aide de vidéos synchronisées. » L'écran derrière Lisa s'illumina, diffusant silencieusement des extraits du vol. Jessica, négligeant de servir les lingettes à Magdalena, un chuchotement dans la cabine et la tentative de déplacer son siège sous prétexte de rééquilibrer le poids, tout était noté, horodaté et comparé au registre de service ainsi qu'à la disposition des sièges. Ensuite, des communications internes révélèrent des commentaires tels que « passagère perdue », probablement promue grâce au point, et « elle n'a pas l'air de voyager en première classe ».
prononcées de manière mécanique par le personnel dans un canal fermé. Ce ne sont pas des erreurs de service, déclara Lisa, mais des tendances comportementales. Tran se leva brusquement, protestant. Personne ne nous a dit qui elle était vraiment. C'est justement le point. Vous ne devriez pas le savoir, répliqua Lisa. Peu après, un extrait vidéo montra Tran tenant le billet de Magdalena pendant quelques instants avant de le reposer sans le scanner, ce qui activa la balise dans son dossier. L'expert en informatique ajouta « Votre intervention a gelé l'accès de la passagère et déclenché l'alerte de conformité. Elle voyageait sous un statut protégé. Votre incapacité à vérifier correctement son billet a activé le protocole manuel que vous tentiez d'appliquer. » Tran ouvrit la bouche pour répondre, mais Lisa ne s'arrêta pas. De plus, vos rapports d'incident ont été envoyés sans l'autorisation requise, ce qui constitue une violation du commandement et une falsification de la classification comportementale. Mam! L'atmosphère retomba dans un silence lourd, non par confusion mais par la peur qui naît quand on se rend compte que celle qu'on a sous-estimée n'est pas faible, mais essentielle. Avec effet immédiat, déclara Lisa, le superviseur de la porte, Tran Maxwell, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le visage de Tran devint rouge. Vous ne pouvez pas me suspendre sans consulter le syndicat. Ils ont déjà été informés, protesta-t-il. Ils s'exprimeront uniquement après l'audit, répondit Lisa. Se tournant vers Jessica, elle ajouta « La chef de cabine, Jessica Carter, est également immédiatement exclue de la rotation des vols. Tous les autres employés sont soumis à une révision éthique et le reste attend leur évaluation. Personne ne bougea, personne ne protesta. Tout se déroulait comme un enregistrement silencieux des faits. Dehors, une imprimante commença à produire les premiers rapports d'enquête destinés aux services juridiques. Peu après, un assistant envoya un message dans la boîte e-mail du PDG intitulé « Révision urgente, incident partenaire, convocation immédiate pour une réunion du conseil ». Pendant ce temps, dans le hall, Magdalena reçut le message qu'elle attendait depuis longtemps. Statut de risque supprimé, demande de synchronisation du groupe Origin en attente de signature. Elle repoussa la validation, déclarant « Pas encore, pas ici ». D'abord, elle voulait observer si la situation évoluerait d'elle-même. Peu après, son téléphone vibra avec un appel crypté de L. Westbrook, directeur de la stratégie chez Air France. Elle refusa l'appel, laissant transparaître le poids de sa non-disponibilité, exactement le même fardeau imposé durant toute la matinée. Lentement, elle se dirigea vers le salon du terminal Est, lieu de rassemblement des hauts dirigeants, en période de fusion. Elle traversa sans hésiter le contrôle biométrique et entra dans une grande salle de conférence vitrée. Là, 3 personnes attendaient dans un silence presque religieux, comme si elles n'avaient pas suivi sa localisation depuis que son nom était réapparu dans le système. Au bout de la table, un certain Léonard se leva, tentant de déployer un charme qui ne fonctionnait jamais avec des femmes comme Magdalena. « Madame Novak, dit-il prudemment, nous vous remercions de votre présence. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé ce matin et souhaitons y remédier. » Sans attendre d'être invitée, elle s'assit, déposa sa mallette sur la table et l'ouvrit. Non pour négocier, mais pour leur montrer l'avenir que vous avez vous-même construit. « Ce qui s'est passé n'est pas une erreur, » déclara-t-elle avec conviction. « C'est un reflet. Vous avez mis en place un système qui reproduit les préjugés de ceux qui le gèrent, et je lui ai donné une forme que vous n'auriez jamais imaginée. » Léonard se pencha, le regard intense. « Si nous savions que vous voyageriez ainsi, peut-être agirions-nous autrement. » « Exactement, » conclut-elle. « Et c'est là le véritable problème. Personne ne vous a interrompu aujourd'hui. Personne n'a osé vous contredire. » Elle sortit un second document,
désormais orné du logo du groupe financier Origin, et signé par 3 administrateurs fiduciaires, et déclara: « Voici le blocage conditionnel de notre plan d'acquisition d'actifs. Si ce document n'est pas annulé avant la fin du jour, vos résultats trimestriels s'effondreront, nos partenaires retireront leurs garanties, et la valeur de vos actions chutera d'ici la fin de la semaine. » Léonard eut du mal à avaler. « Et c'est votre signature qui décidera de tout cela ?» « Oui, » répondit Magdalena, « et jusqu'à présent, je ne vois aucune raison de la valider. » Voilà.